Après le XIIe siècle où l'on bâtit, voici venu le XIIIe siècle où l'on s'instruit. Un siècle marqué par la divulgation des connaissances, où l'on assiste à la naissance de l'Université de Paris. Et c'est ici, à la station Maubert Mutualité, que l'enseignement se déroule. Et pourquoi Maubert ? Eh bien, c'est le résultat d'une contraction assez amusante de Magister Mobus, le nom latin de Maître Albert, un maître en théologie talentueux. Ce dominicain allemand épris de philosophie enseigne à l'Université de Paris dès 1245 et rencontre un vif succès. On trouve d'ailleurs tout près la rue Maître Albert. Cette venelle coudée existait déjà au XIe siècle, mais sous le nom de rue perdue. Finalement, cette rue n'a pas été si perdue que ça. Elle existe depuis 1000 ans et a traversé sans trop bouger tous les travaux et tous les plans d'urbanisme. On ne peut pas en dire autant pour l'Université de Paris. Hodie inquiremus quamente scrutatorem rerum esse portat. Maître Albert a beau être un moine dominicain, il tend à s'éloigner des leçons prédigérées de l'Église. Il a quitté la majestueuse autorité de Notre-Dame pour donner d'abord ses cours au couvent dominicain de la rue Saint-Jacques. Mais entre ces murs, on se trouve bientôt à l'étroit. Personne ne se doutait qu'autant d'écoliers s'y presseraient avides de savoir. Alors, Maître Albert enseigne dans la rue. Ipse suo preclarissimo exemplo omnes admonet inter scientiam et fidem. Veritate. Inter et bonum, inter doctrinam et sanctitatem, nullam existere oppositionem. Intimam potius coetionum ad esse. Au XIIIe siècle, alors qu'on peut mourir d'un mauvais rhume, les écoliers prennent le risque d'attraper une méchante fluxion pour le seul bonheur de l'étude. La place Maubert est située sur un important carrefour de communication. Il y a la voie romaine qui relie Paris, Lyon et Rome via la rue Galande et la rue de la Montagne Sainte-Geneviève, mais il y a aussi la voie qui mène à Saint-Jacques-de-Compostelle. Et c'est pourquoi depuis le XIIe siècle s'élève une église dédiée à Saint Julien le Pauvre, le patron des pèlerins et des voyageurs. Le petit édifice demeure un bel exemple de la transition entre l'art roman et l'art gothique. Découvrons Saint Julien le Pauvre, à l'ombre du plus vieil arbre de Paris, planté en 1602. Voici une des plus vieilles églises de la ville. À l'époque, au XIIe siècle, elle abrite une communauté de moines clunisiens et joue un rôle très important dans la vie intellectuelle du quartier. Si la façade actuelle de l'église date du XVIIe siècle, on voit encore à l'extérieur de beaux contreforts de la fin du XIIe siècle. Mais aussi des restes de chapiteaux et de colonnes typiques des architectures romanes d'Île-de-France. À l'intérieur, les deux travées de la nef sont aussi du XIIe siècle. Car c'est ici que vont venir siéger les assemblées de l'université, qui donc délaissent peu à peu les rues et les places au profit de collèges de théologie et d'écoles. En fait, les lieux d'enseignement vont tellement pulluler sur toute la rive gauche que c'est elle-même qui va finir par se faire appeler l'université. L'enseignement s'étend, se multiplie, mais surtout s'organise. À l'époque, nous sommes en pleine période d'accumulation des connaissances. Et Paris déborde de sociétés savantes. Les étudiants y sont parisiens, riches ou pauvres, mais viennent aussi de tout le royaume et parfois même de l'étranger. Et comme dans le même temps on assiste à une véritable libéralisation des mœurs, les filles de joie aussi investissent ce quartier latin, qu'on appelle ainsi parce qu'on y étudie en latin. Ainsi, dans ce quartier surpeuplé, où coexistent le savoir et le plaisir, le cocktail devient très vite explosif. Au mois de février 1229, une bande d'écoliers vient s'enivrer chez un cabaretier du faubourg Saint-Marcel. En fin de soirée, passablement éméchés, les étudiants entament une discussion animée sur le prix de la boisson. Il est un peu trop élevé pour leur bourse. Le ton monte et aux mots succèdent les coups. L'université de Paris s'estime bafouée. Les esprits s'échauffent. Aussi, pour faire pression sur l'autorité, maîtres et élèves usent d'un moyen nouveau. Ils cessent de travailler. L'enseignement est suspendu et les écoles se vident. Le mot grève n'apparaîtra que 6 siècles plus tard,
Mais déjà, il s'agit d'un conflit dur et sans concession. Maîtres et élèves quittent Paris et se rendent à Angers, Orléans, Toulouse, Poitiers ou plus grave, à Oxford, en Angleterre. Le torchon brûle. Heureusement, le pape Grégoire IX va faire bouger cette situation figée. Il tient, lui, à ce que Paris reste un haut lieu d'enseignement, et notamment d'enseignement religieux. Alors il pousse à la négociation et il insiste. De son côté, Louis IX, jeune roi de 16 ans, intervient auprès de sa mère. Et finalement, Blanche de Castille cède et renouvelle les privilèges de l'université. Et elle s'engage en plus à obtenir des propriétaires parisiens des prix de location raisonnables pour les chambres destinées aux étudiants. De son côté, l'évêque de Paris fait serment de respecter maîtres et étudiants de l'université. Du coup, les étudiants et leurs maîtres reviennent à Paris après une grève qui aura duré 2 ans. Les cours reprennent et la population se montre plutôt satisfaite de voir le quartier latin retrouver de la vie après une longue parenthèse. Tous ces collèges ont-ils disparu? Pas si sûr. Près d'un cabaret construit sur ces ruines, regardez cette discrète voie privée. Elle recèle tout un pan de bâtiments du XVIIe siècle en vieille et large pierre. Eh bien, c'est une partie du collège du cardinal Lemoine. Approchez-vous mieux, tout près de ce renfoncement de l'ancienne entrée, et regardez. Ces sillons dans la pierre grège. Ils ont été gravés par une main d'écolier. 3C. Des lettres typiques d'une écriture du XVIIe siècle nous indiquent que cet étudiant logeait escalier 3C. Mais le plus beau de ces collèges, encore visible, reste celui des Bernardins, fondé en 1224. Agrandi au XIVe siècle, c'est un beau témoignage de l'architecture médiévale civile avec ses fenêtres gothiques à rosaces. Au 24 rue de Poissy, le sous-sol voûté, un ancien cellier, est toujours là. Et le rez-de-chaussée est l'ancien réfectoire du couvent. Ce dernier bâtiment est la plus longue salle gothique de Paris, avec plus de 35 mètres. Sous le règne de Louis IX, plus connu sous le nom de Saint-Louis, l'université va se développer. Le roi, juste et bon, veut étendre le savoir. L'institution quitte alors la petite église de Saint-Julien-le-Pauvre, trop exiguë, et s'établit à la Sorbonne. La Sorbonne est alors un simple collège de quartier fondé en 1257 par le confesseur du roi, Robert de Sorbon. Saint-Louis ne se préoccupe pas seulement de collège. Il est très pieux, et les reliques sont sa grande passion. Il acquiert à grands frais un morceau de la vraie croix, la sainte éponge des bourreaux romains qui ont donné à boire du vinaigre au Christ, et même le fer de la sainte lance. Alors avec la couronne d'épines, le bâton de Moïse, du sang du Christ et du lait de la Vierge, la collection de reliques du roi de France est vraiment impressionnante. Mais où abriter un tel trésor? Le roi, très chrétien, veut un bâtiment digne de ces précieuses reliques. La chapelle doit être conçue telle une châsse précieuse. C'est à Pierre de Montreuil que revient le soin de transformer l'ancienne petite église du palais de la Cité en un immense édifice reliquaire. Un véritable chef-d'œuvre de l'art gothique rayonnant. La Sainte-Chapelle est consacrée solennellement le 26 avril 1248 par Saint Louis, 2 mois avant son départ pour la 7e croisade. Aujourd'hui, les reliques ont disparu, pour la plupart détruites à la Révolution. Seules quelques-unes furent épargnées et sont conservées aujourd'hui au trésor de Notre-Dame de Paris. Par contre, la chapelle du roi, elle, est toujours là, presque intacte. Même si elle est étrangement insérée dans les bâtiments du palais de justice. Dans ce XIIIe siècle, dit siècle d'or de Saint-Louis, la France est la plus grande puissance d'Europe. Il est normal que les écoles s'y multiplient. De riches aristocrates et de nombreux ordres religieux financent des fondations où les étudiants, logés et nourris, peuvent s'instruire. Entre la place Maubert et la montagne Sainte-Geneviève,
Des collèges poussent un peu partout. 42 000 étudiants de tout âge, de 15 ans à 50 ans, suivent les cours dans près de 75 collèges. Paris fait vraiment figure de cœur vibrant du monde intellectuel.